On peut commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Hamza Belakbir. J'ai été amené en last minute pour remplacer Florence Hainaut, qui remplaçait Sabine Ringelheim pour animer le débat d'aujourd'hui. Donc, je brise l'exceptionnalité de la non-mixité qui fut jusque-là de mise. Donc voilà, je vais essayer de parler le moins possible, en effet, pour que vous puissiez écouter le maximum les intervenantes. Voilà, pour être très bref, la première intervention sera pour Petra, qui est prof de philosophie à l'école d'art de Sint-Lucas à Anvers. Et je vais lire en fait un passage, entre guillemets, une introduction d'un papier qu'elle a écrit, qui s'intitule Les habits de Yann Fabre, et dont elle pourra, entre guillemets, le développer. Et ça sera, entre guillemets, une première base de débat sur laquelle on pourrait partir pour investir les questions et qu'on va un petit peu auxquelles on va répondre. Les anciens collaborateurs de Yann Fabre nous demandent de jeter un regard critique sur la liberté de l'art, le concept de génie artistique et la valeur de la gloire et du leadership charismatique, auquel je rajoute masculin. Dans quelle mesure ce paradigme est-il encore contemporain? Petra, c'est à vous. Merci bien. Et merci beaucoup, surtout à Luc, de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Je suis néerlandophone et j'ai appris à ne pas m'excuser en étant femme quand je commence à faire quelque chose. Mais après, j'ai quand même trouvé que s'excuser n'est pas nécessairement bien, mais montrer ses fragilités, c'est quand même une force. Du coup, je crois qu'on doit traduire cette attitude de s'excuser en une attitude de montrer ses fragilités. Et du coup, je me dis, je ne suis pas à l'aise de parler français. Je suis à l'aise de parler français dehors, dans les rues. Je suis bruxelloise. Mais devant un public comme ça, je ne suis pas à l'aise. Alors, merci de m'accueillir et de votre patience. J'ai écrit ces textes dans une sorte de... un mouvement d'émotion, disons. Moi, je savais que cette lettre était en train d'arriver. J'étais mis au courant, on m'a fait lire la lettre. Même la nuit, avant la publication, on m'a envoyé la dernière version. Je l'ai lue, j'ai pleuré. J'ai pleuré très, très, très fort. Et vous voyez, ma voix s'émeut de nouveau. Pourquoi? Je veux quand même, si vous me permettez, parler un petit peu de ça. Il y a eu en Flandre une étude très profonde de l'état du sexisme et racisme dans les arts de spectacle et surtout dans les arts de danse. Et cette étude a été menée par Ilse Hekir. Et après qu'elle a trouvé toutes ces données, tous ces les gens qui ont testifié, qui ont écrit des lettres, des mails, c'était énorme, immense. Alors elle a dit, je ne peux pas laisser ça là. Écrire un article n'est pas assez. Du coup, elle a organisé un groupe qui s'appelait Engagement. Et le groupe est toujours d'actualité. Et dans ce groupe-là, elle a groupé en fait les femmes autour des cas particuliers. Vous savez bien, il y a des grands vedettes de la danse et du théâtre en Flandre, des vedettes internationales. Et ce n'est pas seulement Yann Fabre. Il y a autour de toutes ces personnes, de tous les grands noms, hommes, aussi femmes, des problèmes. Il y a eu des problèmes pour des générations, ce n'est pas maintenant seulement. Alors, ils ont découvert, et j'ai été souvent consultée, on a souvent discuté ensemble, que c'est une question de pas d'aujourd'hui, de pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, les générations, toutes les générations ont eu les mêmes expériences jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, dans les répétitions, etc. Alors ça, c'était une découverte quand même très, très dérangeante. Alors elle a fait le travail de mettre tous ces gens ensemble et de commencer des groupes pour parler. Et pourquoi j'élabore sur ça? Parce que je trouve que c'est important par rapport à tout ce qu'on a écouté avant. C'est pas facile de parler entre femmes. Pas du tout. Il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de gens qui sont heurtés.
Vous voyez le contexte, et là je viens sur le contexte génie, charismatique, etc. Celui qui a la valeur en main et qui peut transférer la valeur à celle ou celui qu'il sélectionne, celui qu'il met en place, que celui qu'il donne un solo, etc., etc. Alors la valeur est très très concentrée dans une personne, dans quelques personnes. Mais il y a aussi le désir qui joue. On a parlé déjà de ça aussi avant. Il y a la séduction qui joue. Il y a la compétition qui joue. Et la précarité qui joue. Il y a les apparences, les baisables, les non baisables qui jouent. Et je crois que tous ces trucs-là dont on a parlé et dont on devrait parler de plus en plus et beaucoup plus profondément, ont été discutés dans ces groupes. Pour d'abord avoir, non pas un safe space, parce qu'un safe space, c'est vraiment quelque chose peut-être pas accessible dans ces contextes-là, mais moi, je préfère de parler d'un space de confiance. Et je crois qu'après des mois de travail, on parle des mois de travail, de chaque semaine parler, pleurer, se dire comment on s'est fait mal l'un l'autre, comment on s'est fait mal entre générations, on a quand même abouti à un espace de confiance. Et là, ces questions sont venues se montrer, ces questions de la beauté. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la beauté? Qui a écrit le scénario de la beauté? Qui a écrit le scénario de la séduction? Qui a écrit le scénario du désir? Qui a écrit le scénario que nous femmes, on est tellement contents qu'un homme nous voit? Je parle là des contextes des femmes hétérosexuelles surtout. Alors tout ce travail a été fait et après ils ont commencé aussi à voir que c'est pas une question individuelle mais une question collective. Parce que parfois quand un homme ou un grand danseur, disons Yann Fabre, te voit, et là on dit vraiment te voit, on croit vraiment que quand le génie me voit, il doit y avoir quelque chose de génial en moi. Et on est très heureux. Quand le génie te voit et devient fou, on doit dire c'est parce que j'ai une force tellement grande qu'il ne peut pas se contenir. Vous voyez comment ça fonctionne et comme c'est pervers ce fonctionnement. Et tout ça, il faut déconstruire et dire l'une à l'autre et se trouver un point de départ. Ça a pris 6 mois, 7 mois, ce travail. Après, ils ont commencé à travailler ensemble, à écrire ces expériences. Non pas pour faire une lettre publique, pour faire le travail à l'intérieur des organisations, parce qu'il y avait encore plein de danseuses, de performeurs, des gens qui faisaient des théâtre et tout ça, qui étaient encore en train de travailler dans les collectifs, etc., dans les organisations, etc. C'était pas l'idée de dénoncer publiquement, l'idée c'était de faire le travail à l'intérieur, et ils ont fait le travail. Des séminaires, des lettres, des groupes de discussion. C'est seulement au moment que Yann Fabre lui-même a dit à la télévision « Chez nous, il n'y a pas de problème ». Et en plus, il n'y a pas seulement pas de problème, mais toutes ces femmes qui commencent à zagen, on dit en flamand, à scier, c'est un peu, ça pose des problèmes pour ma création artistique. Ça devient très, très chiant. Pour le dire avec ces mots-là, c'est ce qu'ils disaient à la télé. Alors là, on voit la prétention, mais aussi de complètement être en dehors du réel presque, et de la réalité. Et là, ça a choqué profondément, heurté profondément. Et à ce moment-là, ils ont travaillé encore pendant quelques mois. Un travail d'écriture collective, c'est pas évident. Et la question du pouvoir qui était là aussi avant, est-ce qu'on veut ce pouvoir? Comment on va écrire ensemble? Est-ce qu'on peut écrire avec un ton qui est différent, avec une façon de voir celui qui a transgressé? Est-ce qu'on peut l'approcher d'une autre façon que sur la base de ressentiment ou dans de rétaliation? On dit ça en français, je sais pas. Oui, œil pour œil. Est-ce qu'on peut l'approcher? Est-ce qu'on peut l'écrire? Est-ce qu'on peut ouvrir la conversation sur un autre mode? Et ça, c'était difficile parce qu'il y a beaucoup de voix qui ont écrit ensemble. Aussi, encore un travail pour une petite lettre, une grande lettre, un travail de moi et moi et moi. Et voilà, la lettre a été publiée. Et alors, ce qui m'a ému tellement, c'est ce travail. Parce que c'est le travail, ce que j'ai écrit dans mon texte, c'est le travail de ce que le féminisme avait espéré qu'on aurait pu faire.
ce travail. Je veux dire, sur un plan beaucoup plus grand. Mais là, dans une petite cellule, ils ont fait ce travail. Ce petit travail de d'abord oser se regarder dans les yeux, puis oser parler, puis oser se pardonner, puis oser avoir confiance, puis oser travailler. Quelqu'un a dit, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Travailler ensemble. Et ce n'est pas facile, travailler ensemble, quand on est un groupe opprimé, parce qu'on a toujours essayé à vous écarter l'un de l'autre. Comme ça, on peut gouverner, bien sûr. Comme ça, on peut opprimer, bien évidemment. Voilà. Tout ça pour donner un peu plus de contexte et là de venir. Après, j'ai bien sûr fait le travail sur moi-même avec eux, mais aussi séparément. Et je me suis rendu compte, moi j'ai toujours cru que j'étais féministe, j'étais philosophe féministe, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai tout lu, patati patata. Mais après, on voit que lire n'est pas assez. Voir ce qu'on voit, lire les mots, quand les yeux sont fermés, on ne voit pas, quoi. Et j'ai compris par leur travail qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire. D'abord, moi, j'ai écrit sur Yann Fabre. J'ai écrit d'une façon, et je l'ai écrit dans l'article, d'une façon très banale. Critique, oui, bien sûr, mais très banale. Un peu comme le gauche blanc et leur critique sur la société. Banale, parce qu'on n'est pas questionné, on n'est pas mis en cause. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu inclure dans le texte ce petit paragraphe sur le racisme et le racisme dans l'art et dans les écoles d'art. Parce que beaucoup de jeunes filles m'en ont parlé. Et je vais mettre ça vraiment sur le même plan, parce qu'on oublie ça très, très souvent. Et puis, après ça, j'ai aussi commencé à questionner, mais qu'est-ce qu'on... et là, je parle pour le domaine de l'éducation d'art. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes? Quel exemple donne-nous aux jeunes? Quel est le canon qu'on donne? Quelles sont les façons de travailler ensemble dans lesquelles on les invite d'exceller? Mais aussi les connaissances. Quelles connaissances est-ce qu'on transfère? En fait, on fait l'injustice aux jeunes. Et là, on me dit, c'est une question d'idéologie, tu es trop politique. Non, parce que ce sont des connaissances. Le féminisme intersectionnel, et je parle bien du féminisme intersectionnel parce que pour moi, les mères de ce féminisme sont les femmes afro-américaines, noires, qui ont vraiment inventé un féminisme radical. Et c'est là la source du féminisme intersectionnel. Et c'est inclus classe aussi, genre aussi, race aussi. Je veux dire, c'est radical, c'est pas un truc à la mode. Où était ma pensée? Je veux dire, oui, les connaissances. Et quelles connaissances on donne aux jeunes? Si on ne donne pas aux jeunes ces connaissances-là, on leur fait injustice. Justement, là-dessus, j'aimerais, entre guillemets, vous poser une question en tant que professeur dans une école d'art, Sint Lucas, qui est une école entre guillemets réputée en Flandre, sachant qu'en fait... Non. Ah, pas assez réputée que ça, ok. En tout cas, je la connais, ça veut dire qu'elle est réputée, donc, parce que j'ai aucune culture dans le domaine. Mais en fait, étant donné qu'il y a aussi une dimension entre guillemets, de rapport à la liberté d'expression en Flandre qui est différente à celle entre guillemets, en Wallonie, notamment, petit exemple, à la VUB... on invite Théo Franken sans souci. À l'ULB, il ne pourrait jamais mettre le pied. Ce qui fait que je me permets de citer cet exemple pour faire le parallèle avec la notion de liberté artistique. Comment, entre guillemets, vous arrivez, en tant que professeur de philosophie dans une école d'art féministe intersectionnelle, d'apporter les critiques à ce qui, entre guillemets, est considéré comme la liberté de création, la liberté artistique qui est la liberté, entre guillemets, de la norme. Comment se passent ces débats-là comment ils s'articulent, quels sont les arguments échangés et quelle est, entre guillemets, l'issue, si jamais il y a une issue à cette discussion-là? Oui, bonne question et difficile question. Allez, il y a beaucoup de questions ensemble. Mon école d'art est, comme toute école d'art, une école raciste et sexiste. Et je le dis aussi comme ça dans mon école d'art, ce qui ne me fait pas une personne très appréciée. J'ai un contrat d'1 an et c'est toujours comme ça. Ça, c'est une chose. Après, j'ai organisé avec des étudiantes une petite cellule pour travailler à l'intérieur sur ces questions-là. Et ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec les étudiants et de leur montrer ce que sont les relations de pouvoir. Et tout ce discours sur la liberté artistique, blablabla, pour moi, en fait, c'est un discours qui n'a aucun sens parce que, du facto, il n'y en a pas de liberté artistique.
On est toujours dans un contexte, il y a toujours des normes, il y a toujours des valeurs, et en plus, il y a toujours, et si on parle d'art spécifiquement, il y a toujours des maisons de programmation qui font la sélection. Une sorte de liberté d'expression absolue n'existe pas, n'a jamais existé. Et si on regarde en Flandre, il y a quelques grandes maisons, Kai Theater, KVS à Bruxelles, etc. Eux, ils font le canon. Et eux, ils décident ce que c'est la liberté d'expression. Et eux, ils ont fait le grand renommée de la danse flamande. Ils l'ont créé, ensemble avec des critiques d'art, etc. Et c'est vraiment bien une histoire avec un canon historique, etc. Dans ces limites-là, la liberté est définie. Juste pour exemplifier, un exemple qui me revient à l'esprit maintenant que vous parlez de ça, je sais qu'au KVS, il y a eu une pièce de théâtre d'un metteur en scène, je pense, très connu, et qui a été, entre guillemets, annulée, en tout cas déprogrammée, parce que le collectif Mémoire coloniale, ils sont rentrés, entre guillemets, en discussion avec le théâtre KVS, ils ont dû l'annuler parce qu'ils prévoyaient des actions et, entre guillemets, une médiatisation de la contestation. Oui, mais en fait, si c'est la même chose dont on parle, c'est le spectacle qui a été annulé était le spectacle qui ne devrait pas être annulé. En fait, c'était un spectacle qui travaillait sur les questions coloniales en Belgique et en Europe, qui a été annulé. C'est le metteur en scène lui-même qui a annulé son spectacle parce qu'il était programmé dans une semaine, soi-disant, où on va travailler des questions décoloniales. Et en même temps, il y avait programmé une pièce de théâtre de Ravenruel, une pièce de Hugo Claus, Les travaux de Léopold II, dans lequel, bien sûr, cette pièce est anti-royaliste, mais n'est pas anticolonialiste, ni antiraciste. Et on oublie souvent de faire des distinctions entre ces trois choses. On peut être bien, évidemment, anti-royaliste et être très colonialiste et raciste. Ce qui était cette pièce. Alors, cette pièce était mise en scène sans réflexion critique, sans réflexion sur le canon, sans réflexion dramatique, etc., etc. Rien du tout. Alors, à ce moment-là, l'autre personne, il a décidé d'annuler son spectacle parce que la maison ne voulait pas prendre des décisions. Mais ils aiment bien, pour le marketing, de dire que c'est une semaine décoloniale. Comme ils aiment bien faire pour le marketing, comme ce week-end à New York, où il y avait dans un New York Skirball, c'est une grande maison de performance à l'université de New York. Ils ont programmé Jan Fabre, et ils ont mis sur leur site un preparation school. On peut cliquer, et quand on va là, dans le preparation school, on tombe sur les documents de MeToo. Mais il faut aller très loin pour trouver ça. Et puis, ils mettent une petite annonce. Oui, pour voir ce spectacle, c'était Mount Olympus. C'est le spectacle 24 heures qui est hyper exploitant. Si on parle déjà comment les gens sont payés, combien ils sont payés. Ils ont dit, oui, very nice performance. You can read everything about Me Too and reviews. But what is most necessary will be coffee and a good sleep. On voit comment ça c'est une New York University et une maison de performance très 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 critique, soi-disant. De gauche, leur motto est de James Baldwin, les artistes doivent déranger. 2 jours avant, ils avaient programmé un talk d'Angela Davis. Vous voyez le contexte, comment on peut être récupéré même dans notre mouvement. Et ça, il faut vraiment rester très critique des institutions et des relations de pouvoir qui règnent dans ces institutions, où le racisme et le sexisme dans chaque de nos institutions règnent. Tout à fait. On reviendra notamment sur les... Vous pouvez applaudir. On reviendra sur les manifestations entre guillemets, de racisme dans le milieu antiracistes et plus tard. Laurette Moreau, vous êtes metteuse en scène et j'aimerais entre guillemets, vous demander comment vous, en tant que créatrice, entre guillemets, vous arrivez à vous défaire, vous décentrer des biais de création pour entre guillemets, ne pas tomber dans la norme dont parlait Petra, la norme entre guillemets, hétéro, cis-centrée, etc., pour créer d'un point de vue féministe. Alors,
je ne peux pas affirmer que j'ai trouvé une solution à ce problème existentiel qui va probablement me suivre un peu toute ma vie. J'ai donc pas de recette du tout. Mais bien sûr, c'est une question qui est au cœur de ma pratique, étant metteur en scène et féministe. D'autant plus que je fais en ce moment un spectacle sur les vulves, qui est un spectacle féministe. Et donc forcément, cette question-là, les questions féministes irriguent ma pratique. Et je pense que pour l'instant, les réponses que j'ai trouvées pour moi-même sont d'essayer en fait de prendre vachement, de prendre en compte mes biais à moi, tous les biais intériorisés que j'ai, les biais justement sexistes, racistes et hétéro, justement, bref, tout, de prendre en considération tout ça et d'essayer de m'y confronter avec les personnes avec qui je travaille, en étant dans une dynamique de, j'ai envie d'utiliser ce mot anglais, co-learning. Essayer là, dans ce spectacle-là, on est dans une équipe en non-mixité, donc que des femmes, où on a essayé de développer une espèce de petit biotope de sororité qui est vraiment très appréciable et qui change vraiment la donne par rapport à d'autres contextes de travail. Et on est vraiment dans une dynamique où on essaie d'apprendre, je crois, les unes des autres et d'aller se piquer un peu là où ça fait mal. Bon, alors après, ça peut poser la question de comment on continue d'avancer et de faire des choses, parce qu'on peut vite être paralysé quand on prend en considération tout ce tout ce qu'on produit sans même se rendre compte, en fait, comme schéma. Les schémas qu'on dénonce et toutes les lectures qu'on fait, on se rend compte qu'on reproduit sans cesse. Et j'ai envie de parler de ce dont Lucille parlait à la pause, qui disait qu'entre un texte qu'elle a écrit au mois de juin dernier et maintenant, elle a déjà envie de recorriger plein de choses qu'elle a écrites. Et en fait, je pense qu'effectivement, on est dans un mouvement de déconstruction et c'est tout le temps en mouvement et tout le temps... J'espère en tout cas que ça va vers un mieux. Enfin, j'ai besoin de penser ça. Et du coup... Je pense que c'est surtout là que ça se passe, c'est-à-dire de pouvoir remettre en question des choses qu'on a produites à un moment et avec lesquelles on n'est plus d'accord, et de tout le temps remettre le travail sur le métier, quoi. Ouais, je pense que c'est surtout ça, identifier ses propres privilèges et ses biais. Et puis surtout, et alors, ça c'est le truc le plus difficile, c'est effectivement cette question de sortir des canons majoritaires et de représentation. Et aussi, du coup, une des solutions que j'ai pu trouver, ou en tout cas que j'expérimente, c'est de changer un peu les processus de travail et d'essayer d'expérimenter des processus qui ne sont pas ceux qu'on nous a appris à l'école, forcément, notamment toutes les techniques d'intelligence collective qui sont des outils super passionnants, qui sont aussi encore en élaboration et qui peuvent s'améliorer, mais en tout cas qui permettent une porte d'entrée un petit peu différente, de se questionner sur cette hégémonie du metteur en scène ou de la metteur en scène ou de l'auteur, et questionner qu'est-ce que c'est le droit d'auteur. Enfin, en fait, évidemment, quand on ouvre ces portes-là, on en ouvre 45 autres derrière. Mais donc, voilà, en essayant de mettre en place des méthodologies de travail vraiment concrètes qui permettent de fabriquer autrement. Et donc, je crois que ça agit sur le résultat de ce qu'on voit. Enfin, je l'espère, en tout cas. Et loin de moi l'envie de faire de l'agisme, mais les comédiennes avec lesquelles tu travailles, est-ce qu'il y a, entre guillemets, une sensibilité, pas une sensibilité, mais en tout cas une différence d'approche ou de recevabilité de ton approche féministe en fonction, entre guillemets, des générations de comédiennes que tu as, ou, entre guillemets, c'est pas une valeur, entre guillemets, qui est pertinente. C'est pas une dimension, pardon, qui est pertinente. J'ai peut-être choisi une solution de facilité, mais je travaille vraiment avec majoritairement des gens de ma génération.
et qui sont des personnes dont je sais qu'elles ont une pratique féministe, qu'elles ont une réflexion féministe, décoloniale. Enfin, ouais, j'essaie de travailler avec des gens avec qui on peut créer cette situation de co-learning. Mais bien sûr, bon là, c'est dans ce spectacle-ci, c'est particulièrement au cœur. Mais je travaille sur un autre spectacle où là, on n'est pas en non-mixité, enfin, on est en mixité, donc, et où on n'a pas tous le même background, ou on n'est pas issus de la même génération. Et là, effectivement, on se retrouve à certains moments à devoir passer par ce moment de se remettre un peu tout à plat et s'assurer qu'on part du même terrain d'entente, et donc parfois de faire de la pédagogie, et donc parfois de justement faire du jeunisme, je sais pas, en tout cas, non, c'est pas du jeunisme, mais en tout cas donner des outils sur les termes qu'on utilise tout le temps, tous les jours entre nous, et qui sont pas forcément accessibles, ou qui sont pas forcément connus de tout le monde. Mais oui, voilà. Je continue le tour de table avec Lucille Choquet. Toi, tu es actrice intersectionnelle décoloniale, c'est comme ça que tu te définis. Ma première question serait comment, entre guillemets, tu as perçu et comment tu as évolué la vision que tu as, entre guillemets, du texte que tu dois investir en tant qu'actrice, et de sa dimension, entre guillemets, universelle, et bien évidemment ton taux d'évolution sur la question. Grosse question. Bonsoir. Donc, en effet, je suis actrice, mais je suis une actrice qui joue très peu. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Parce que je pense que dans le processus, il y a beaucoup de choses dans le chemin que j'avais du mal à identifier lorsque j'étais à l'école. Et je pense que le point de départ, ça a été une lecture, la lecture de « Ne suis-je pas une femme » de Bell Hooks, que j'ai lue après l'école, donc le Conservatoire Royal de Mons. Et c'est une lecture qui m'a permis de comprendre ma condition de femme noire. Donc, la condition d'une femme subalterne, qui appartient à plusieurs groupes opprimés. Donc, je vais essayer de répondre concrètement à ta question, mais je crois que pour avoir une parole pertinente, je dois dire qu'en effet, moi, je partage ce féminisme intersectionnel, parce que, en tant que femme, je vais prendre mes petites notes, hein. Je suis désolée de m'excuser même. Voilà, donc on va redire. L'intersectionnalité, c'est bien un enchevêtrement de systèmes de domination. On est bien d'accord. Qu'on parle donc, par exemple, de la question financière, de l'oppression du capitalisme sur une actrice qui sort de l'école, par exemple. Ça, on n'en parle jamais. En plus, une actrice plus ou moins vieille, parce que j'avais déjà 26, 27 ans, donc je suis déjà un peu hors... je peux pas jouer Ophélie, ça, très clairement, c'est pas possible. Et donc, j'ai pas d'aide sociale, j'ai pas d'argent pour passer mes auditions, je suis obligée d'avoir un job alimentaire. Ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte très fortement. Donc, c'est vraiment la précarité de l'actrice à la sortie de l'école. Donc, c'est vraiment le côté anticapitaliste. La deuxième entrée, c'est donc comment combattre un sexisme qui est racialisé. Donc là, on est sur le patriarcat. Et moi, j'aime bien rajouter le patriarcat blanc. La troisième entrée... parce que, oui, je dis patriarcat blanc parce que lorsqu'on nous propose des rôles, comme ça l'a été dit précédemment par une femme blanche, que les
les femmes racisées sont soumises à des stéréotypes de genre et de race. Donc, en effet, régulièrement, on me propose des rôles comme la terroriste, la réfugiée, la sans-papier, l'infirmière, la mama, voilà. Et là-dedans, je vais aussi dire qu'il y a souvent... Il y a eu un casting, là... je suis d'origine éthiopienne. Le directeur de casting m'a dit, mais tiens, c'est étonnant parce qu'en général, les Éthiopiennes, elles sont plutôt élancées et fines. Et donc, je me suis... Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment, moi, actrice à ce moment-là, je m'en sors par l'humour, en fait. Comment on doit s'en sortir avec des subterfuges comme ça, de dire « Ah bah oui, bah c'est une première du coup alors ». Oui, hein, je suis pas élancée et fine. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que j'attaque aussi la misogynoire. C'est-à-dire que là, c'était un homme racisé en fait qui m'a dit ça. Donc même les hommes racisés sont sexistes et même entre une personne qui vient du Congo face à une personne congolaise. Donc, voilà, c'est partout, c'est comme ça. Ouais, non. Si, je veux juste une petite question là-dessus, parce que tu m'avais dit durant la pause en préparant un petit peu comment on a pu préparer la rencontre. On a été invité en dernière minute, voilà, je dois le préciser. C'est ça, oui. Tu m'avais dit qu'un texte que tu avais écrit en juin, justement, aujourd'hui, où tu en es, tu as évolué vers une plus grande radicalité dans ton approche de l'universalité. D'une norme, d'un casting, qu'est-ce qui, entre guillemets, détermine qu'on vient te chercher, toi et pas une autre, en tout cas ce qu'on te propose, ça tu viens d'en parler, mais ce que je veux, entre guillemets, te poser comme question, c'est comment, dans les milieux dans lesquels tu évolues, genre d'actrices, de comédiennes, etc., qui sont souvent des milieux, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier de safe d'un point de vue féministe. Et quid, j'ai envie de dire, de la safeness, si on peut parler en ces termes-là, en termes raciaux, même dans ces milieux qui sont, entre guillemets, censés être plutôt progressistes, en tout cas ce qu'on appelle les white liberals, qui sont de toute façon ils sont antiracistes, et du coup, comment ils peuvent pas être générateurs de racisme. C'était la suite de ma pensée, merci. Exactement. En fait, j'ai commencé l'introduction en disant je crois que j'ai été empêchée comme actrice par des structures, par un racisme structurel, par un sexisme structurel. Et je pense que parce que j'ai commencé à lire des autrices que je suis allée chercher toute seule comme une grande dans la bibliothèque, parce qu'à l'école, on n'a pas de professeur noir, ni homme ni femme. En tout cas, moi, j'en ai eu très peu. J'en ai eu 0, en fait. Donc, la question ne se pose pas sur seulement est-ce que dans ma bibliothèque, j'ai des autrices, est-ce que j'ai aussi des autrices noires. Et donc, j'ai appris seule, comme ça, en cherchant, puisque l'école est raciste. Et je me suis dit, je dois le dire. En fait, il y a une forme de responsabilité qui m'incombe en tant que femme racisée de sortir de l'invisibilité, quoi. De dire, vous êtes dans un entre-soi qui ne prend pas en compte des personnes pourtant que vous croisez dans la rue. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'engager. Mais c'est presque venu par accident. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est bien à partir de blessures, à partir de souffrances, de déni, que mon engagement est né, finalement. C'est parce qu'il y avait une nécessité, une urgence à dire non, je suis aussi légitime que ma copine blanche, que j'aime beaucoup. Je ne vois pas pourquoi ma parole n'aurait pas autant de poids, autant de valeur. Et
avant, moi, on ne m'invitait pas pour parler publiquement dans ce genre de causerie très sympathique que je trouvais majoritairement blanche. Alors là, je vous demande un peu d'étudier la salle et on comprendra tous que c'est encore majoritairement blanc. Donc, moi, j'ai un discours effectivement assez pessimiste là-dessus parce que... Pour une fois que c'est pas le cas. Excuse-moi, pour une fois, c'est pas le cas sur l'estrade, que c'est pas majoritairement blanc. Oui, bien sûr, mais je crois qu'en fait, c'est important. Ben, la séance d'avant, c'était très blanc, non? Oui. Et avant, voilà, c'est ça. Merci, Banga. Avant, on ne m'invitait pas à parler, et je pense que ça n'est pas que ça raconte quelque chose, que on ne donne pas la place. La prise de parole. J'ai suivi un atelier à la Bellone début septembre lors de 3 Days for Ideas qui s'appelait Qui peut parler. C'était un atelier mené par une philosophe qui s'appelle Maria Kakojani. Et c'est la question de la fausse transparence, en fait. Donc, dans des mouvements qui sont, et c'est là que je réponds à ta question, dans des mouvements féministes qui se veulent inclusifs, malheureusement, dans ces mouvements progressistes, il est très très fréquent que les personnes racisées soient oubliées. Et donc c'est encore une fois une sorte de double peine comme ça, où les femmes racisées font l'effort de venir rejoindre un espace qui est a priori safe. Et donc c'est cette question-là de la fausse transparence. Parce que je pense que effectivement, les discours progressistes sont... je pense que les choses se font individuellement, mais pas encore structurellement. Je pense que j'ai beaucoup d'amis comme Laurette, ici présente, qui travaillent à cette déconstruction. Mais qu'est-ce qu'on nous propose dans les institutions? Est-ce que les institutions sont vraiment prêtes? Et là, je rejoins Petra, parce que le problème, c'est qu'après, on va nous proposer des focus, comme on propose des focus femmes, on va nous proposer des focus femmes racisées. Mais ça montre bien le rapport de force qui existe encore entre les groupes dominants et les groupes dominés. Donc ça ne fait que renforcer les inégalités et les discriminations. Et donc là où moi, je pense que les collectifs tels que Décoloniser les arts en France ou bien Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination pour ce qui se passe dans l'espace urbain ou le collectif Mwanamke ici à Bruxelles, ces collectifs-là essayent d'œuvrer pour créer une alternative. Comment nous, femmes racisées, pouvons agir ailleurs? Arrêter de vouloir pervertir, ou en tout cas, proposer un contre-pouvoir à l'intérieur même des institutions. Je crois que ça ne marche pas. Je pense que pour nous, et donc c'est l'importance, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, se réapproprier la narration, si on veut exister dans les livres d'histoire, si on veut transmettre à nos filles, à nos sœurs, aux futures actrices, il faut écrire nous-mêmes cette histoire. Et donc, pourquoi moi je suis là aujourd'hui? Je suis moins actrice, je suis beaucoup plus militante et je suis en train de travailler sur une conférence performance sur les inégalités. Et je pense que ça n'est pas anodin, c'est parce que ce changement de métier, entre guillemets, de devenir metteuse en scène et d'écrire, parce que finalement je me rends compte que j'écris, c'est parce que c'est à une place que je décide et qui, je pense et je l'espère, ne souffrira moins des oppressions patriarcales, racistes, etc., etc. Parce que je partage aussi la violence qui existe dans les cercles non mixtes. Et souvent, on dit non mixte, on ne rajoute rien derrière. Mais c'est non-mixité de genre. Rajoutons non-mixité de genre, de race.
Donc voilà, c'est ça qui me questionne. Et donc pour revenir sur l'universalisme, j'ai compris avec James Baldwin, parce que je l'ai quand même lu, hein, même si c'est avec Aimé Césaire, avec Angela Davis, que l'universalisme est blanc. C'est une manière de regarder ici, mais qui n'englobe pas toute une grande majorité des personnes qui existent. Du reste du monde. Oui, voilà. Merci. Je me permets pour, j'ai envie de dire quitter, pas le monde de la culture, mais en tout cas quitter le monde des scènes et aller vers le monde des médias. Là où, entre guillemets, Safia Kessas, chroniqueuse, réalisatrice et responsable diversité à la RTBF. Safia, avec ta chronique devenue, entre guillemets, déjà légendaire, chaque mardi, tous les réseaux sociaux s'enflamment en attendant ce que Safia va dire le mardi. Elle est souvent souvent féministe, antiraciste et anticapitaliste. Je ne sais pas si je peux l'affirmer. Ouais, mais voilà, ma question c'est, ça fait beaucoup d'années que tu travailles à la RTBF. En sortant de l'ULB, il y a eu un cheminement jusqu'à ce que tu arrives entre guillemets, au poste que tu as maintenant, la notoriété, la légitimité professionnelle, politique, journalistique que tu as entre guillemets, dans le milieu belge francophone. Comment, si jamais tu devais entre guillemets, dresser un petit paysage de cette évolution dans une structure comme la RTBF? Compliqué. Alors, j'ai pas la même liberté. Je préfère le dire d'emblée que mes alliés, parce que je suis dans une institution, donc voilà. Donc c'est important de le préciser. Et je vais essayer d'être malgré tout la plus entière possible. Et donc c'est un peu ça mon métier en fait, c'est de naviguer. Et parce que il y a beaucoup d'enjeux et je ne m'engage pas que moi, j'engage aussi une institution. Et voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Et si je devais répondre déjà, comment en fait, il faut avancer masqué, mais sans le savoir soi-même. Et puis à un moment donné, tu l'écueilles, parce que c'est un peu l'histoire. Et en fait, quand je suis arrivée à la RTBF, j'avais jamais vraiment ressenti que j'étais différente, ni dans le cadre de mes études, et probablement parce que je devais certainement porter une partie d'histoire d'aliénation, vu que moi je viens d'une famille algérienne, mes parents ont quitté l'Algérie colonisée, et ils l'ont quittée parce qu'elle était colonisée. Et donc ils ne sont pas arrivés de gaieté de cœur en Belgique. D'ailleurs, j'ai appris récemment que mon père avait erré entre la France et la Belgique à la fin des années 40 sans papier. Et donc voilà, et donc toute cette histoire, je pense que nous on la porte, puisqu'il n'y a pas vraiment de transmission, il n'y a pas les mots justement. Aujourd'hui, moi je suis sortie de cette posture dans laquelle nos parents nous éduquent, c'est-à-dire il faut rester discret, il ne faut pas s'exprimer. Je peux vous dire, peut-être pour l'instant, ils sont un peu mal tombés. Et donc j'ai un peu découvert ma différence quand je suis arrivée dans le monde du journalisme, que je pensais être un monde fait de progressisme, et puisque je n'avais pas de formation de journaliste, en fait non plus, tout ça est un peu un cheminement du hasard. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des assignations, quoi. Donc, sans savoir si j'étais musulmane ou non, on me proposait gentiment, et bien sûr, de faire le sujet sur la dernière petite gâterie halal qui sortait chez Cora. Et donc, je dois dire que face à mon refus, en plus étonné que je refuse, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les relations internationales, mais j'avais l'outrecuidance d'être intéressée par les relations internationales, matière noble encore. Voilà, on m'a demandé aussi un jour de faire la première page de l'ADH. À l'époque, c'était des jeunes maghrébins qui avaient sauvé des Belges de Souche d'un incendie. Et on m'a dit, mais ce serait chouette que tu fasses le sujet. Et j'ai demandé ce que j'avais à payer, en fait. Donc, je ne l'ai pas fait non plus.
Donc voilà, j'étais quand même confrontée pour la première fois. J'entendais aussi des termes que j'avais très peu entendus. C'était le terme allochtone. Je me demandais si c'était une plante étrangère. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'était, allochtone. Enfin, moi, je suis née ici, donc je ne suis pas trop allochtone et je suis assez intégrée. Donc c'est aussi un terme que je conspue. Donc voilà, j'ai progressé dans cet environnement et en rentrant quand même dans une stratégie d'invisibilité, sans mettre en exergue son parcours ni vraiment son identité, qui était une identité, comme je l'ai dit au départ, il y avait une forme d'aliénation qui était aussi liée à la colonisation, etc. Donc voilà, pour exemple, moi quand j'étais petite, ma mère me lavait les cheveux avec un shampoing à la camomille, pour voilà, les blondir, pour être sûr que je gardais mes cheveux d'enfant blonds. Et donc, je crois que vraiment, c'est quelque chose qui fait des dégâts et qu'on porte assez longtemps. Et donc, au fur et à mesure, en avançant dans ce métier, et en étant confronté aussi à un changement sociétal qui ne me concerne pas que moi, mais je veux dire, il y a eu quand même les attentats, il y a eu un environnement qui a changé, et au fur et à mesure, on me disait que j'étais racisée. C'est aussi un terme que j'ai découvert. Et puis, j'étais confrontée aussi on commençait à me placer dans des cases, ce qui n'était pas le cas avant non plus. La société autour de nous a changé, il y a un avant, il y a un après, et nous, on le vit. Je veux dire, moi, mon fils, il a été traité récemment de djihadiste à l'école. Voilà, parce qu'il y a ce contexte-là, parce qu'on sait qu'il est d'origine algérienne. Et c'est des choses que je n'entendais pas avant. Et donc, voilà, te répondre de façon... voilà, comment est-ce que les choses se font, comment les choses évoluent. Comment dire, c'est quelque chose de complexe qui est à la fois lié à son propre cheminement et en même temps qui est lié aussi à un contexte sociétal qui nous échappe et dont il y a un avant, il y a un après déjà par rapport à ça, sur le fait d'avoir des origines étrangères. Et par rapport à ce que tu disais, moi, ça m'arrive de plus en plus souvent qu'on m'invite d'emblée pour participer à des panels de féministes musulmanes. Mais je veux dire, pourquoi en fait ? C'est marqué quelque part je veux dire, voilà, mais il n'y a pas de mauvaise intention, mais on nous classe de plus en plus. Par ailleurs, par rapport à cette chronique, elle est arrivée un peu par hasard. On m'a donné un espace. Je me suis dit, ils sont un peu cinglés en fait. Et donc en fait, j'ai une totale carte blanche. Donc en même temps, quand je dis je navigue dans une institution, je suis très libre. Et donc j'ai jamais été censurée par rapport à une seule de mes chroniques. On n'a jamais enlevé un seul mot. Alors probablement qu'il y a une forme d'autocensure de ma part parce que je suis sur un média mainstream. Et je ne parlerai pas comme je parle maintenant sur voilà, un plateau de la RTB. Mais voilà, j'ai commencé peut-être parce que l'histoire que j'ai vécue, et bon, peu importe comme ça peut être interprété, mais on est tellement d'emblée dans notre socialisation sur la défensive, sur le qui-vive dès l'enfance, que je suis persuadée qu'on a des capteurs. Et ces questions-là, voilà, elles sont arrivées progressivement, et moi je les ai traitées avec le feeling. Puis j'ai fait des rencontres aussi de femmes extrêmement cultivées, féministes, intersectionnelles, qui m'ont un peu formée, comme ça, un peu sur le tas, et avec lesquelles j'ai un groupe safe. Et puis il y a eu MeToo. Et en fait, ce qui est arrivé avec MeToo, puisque c'était un peu quand même la question de base que tu n'as pas posée, je te signale, on est arrivé avec MeToo, et MeToo, quelque part, a légitimé cette chronique, dans le fond. Elle n'a plus jamais été remise en question. C'est vrai qu'au début, quand je parlais des pensions des femmes, on se disait, on ne me le dit pas, mais ou bien c'est moi qui le sens, enfin je me souviens, je suis parano, je ne sais pas, mais j'avais l'impression d'entendre des gros... Voilà, avec ces trucs. Et puis, voilà, ils ont vu qu'il y avait un véritable intérêt de la part du public sur ces questions-là qui n'étaient pas traitées dans le média. Et avec une attente aussi, une véritable attente. Et donc, voilà, pour moi, il y a eu une légitimation
de ces questions, et le fait que ce soit quelque part que je sois estampillée féministe, bon, bah, ils se sont dit, bah, tant pis, quoi, oui, ça va, ça passe, quoi, tu vois. Bon. Merci.